Et donc, nous poursuivons ce voyage dans la chanson yiddish avec, évidemment, les chorales, des chorales yiddish d'hier et d'aujourd'hui. Et nous achèverons cette matinée chanson avec la chanson yiddish au XXIe siècle. Mais pour l'heure, petit très très bref historique des chorales yiddish en France, ce sera plus détaillé dans un second temps, qui sont une véritable institution, comme vous le savez sans doute, puisqu'on en a un petit peu partout essaimé dans toute la France. C'est une tradition yiddisho-française qui remonte aux années 20 avec les premiers immigrants yiddishophones d'Europe centrale et orientale. Alors nous allons évoquer les premières chorales, puis la reprise dans l'après-guerre de la chorale populaire juive de Paris, des grandes figures de chefs de chœur, Aryeh Kaufman, Ilya Holodenko, et de chanteurs de premier plan, Ozer Kafka, Eva Goljevit. Le disque souvenir de cette chorale se trouve, pour les gens que ça intéresse, un disque, un 33 tours, comme on disait, en dépôt à la Maison de la Culture Yiddish. Donc j'aimerais bien sûr saluer chaleureusement la présence de Jean Goljevit, compositeur, chef de chœur, qui a pris le relais de cette chorale yiddish en fondant une chorale juive à Montpellier. En réalité, Jean, alors je passe au-dessus, bien sûr, tu as créé 3 chorales chantant en yiddish à Montpellier, et puis à Paris, dans le cadre de l'UEVAJC, j'arrive jamais à le dire, CJ, pardon, Union des engagés volontaires anciens combattants juifs. Et à Grenoble, tu es à l'origine, à l'initiative des Diasporim Zinger qui fêtent glorieusement leurs 40 ans. Aujourd'hui. Mazel Tov. Ils sont dans nos cœurs. Tu as édité un recueil d'harmonisation de chants populaires yiddish, édition Maison de la Culture Yiddish, qui s'appelle Oifenweg, en chemin, et Noch Oifenweg, toujours en chemin. Et 2 CD. Et entre autres faits d'armes musicales, je ne peux pas tout citer, mais tu pourras ajouter ce que j'oublie, tu peux être fier d'être le premier compositeur et arrangeur de chansons yiddish dont les chants ont été mis au répertoire d'une chorale française en 2017. Il s'agissait du chœur de chambre des Deux-Sèvres, ce qui est quand même pas rien. Tu es à l'initiative de la première rencontre des chorales juives à Sète, et c'était le 28 juin 1997, justement, pour le 50e anniversaire du départ de l'Exodus, ce bateau qui a emporté des immigrants juifs en Palestine mandataire. Et puis, il faut signaler, entre autres témoignages écrits et sonores, le double CD, on peut le montrer, dans lequel tu as enregistré Eva Goljevit, ta maman, qui chante 41 chansons en yiddish, a cappella, s'il vous plaît, à l'âge vénérable de 100 ans. Elle a enregistré ? Elle avait 100 ans. Ok. Avec une voix d'une limpidité absolument incroyable. Elle récite également des poèmes, ses propres poèmes. Et autre magnifique document, le documentaire réalisé par Jean Barra avec l'aide de ton aide à toi, celle d'Alain Jomy. Documentaire intitulé La résistante et l'enfant, un film dont nous allons bien sûr reparler. Alors, première question. Très classique. Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique et surtout vers le chant yiddish choral ? Il faut d'abord que je dise à quel point je suis ému et honoré d'être là. Parce que j'ai l'impression d'être de la même famille. Oui, tout à fait. Et de connaître tout le monde, même si tout le monde ne me connaît pas. C'est fait. Ensuite, pour ceux qui s'intéressent, les chants de ma mère, il ne me reste que 400 exemplaires. Donc précipitez-vous. Au départ, j'ai été, après des études scolaires normales, je m'ennuyais tellement, je dois dire, que j'ai rencontré la sœur d'un violoniste qui faisait ses études avec moi et qui me dit « Mais tu as ton bachot, toi ?» Enfin bref. Et ça m'a amené à être prof de musique. Et j'ai dirigé des chorales.
Et en filigrane, il y avait ma mère, la chorale populaire juive, et j'ai fait chanter des gens normaux, enfin je veux dire des Français non... Traduction des non-juifs. non Oui, c'est ça. Des non-juifs. des non-juifs. Voilà. Des gens normaux. Voilà. Et une des premières manifestations dans un milieu juif, les gens qui étaient là, c'était la première fois qu'ils entendaient des goïs chanter en yiddish, en pensant qu'il n'y a que des juifs qui pouvaient chanter en yiddish. Et il y en a plein qui sont venus me trouver après en me demandant « Mais c'est extraordinaire, ils ont même les gestes !» Et comme j'étais chef de chœur, en même temps, j'ai allié mes compétences de chef de chœur à la Yiddishkeit, parce que moi j'ai été bercé par la voix de ma mère. Je vois encore ses lèvres qui chantaient. Et son sourire. Et son sourire et son humour. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, ça va. Donc tu es arrivé à la direction chorale parce qu'il y avait cette chorale populaire juive dans laquelle chantait Eva, ta maman, C'est ça. qui a imprégné toutes tes années d'adolescence. Magie, c'est ça. Et donc justement Eva, qui donc a fait... Cette chorale faisait partie d'elle et elle faisait partie de la chorale. Elle a donné en 2004, à la Maison de la Culture Yiddish, elle a donné une conférence sur l'histoire de cette chorale populaire juive de Paris. Et je voudrais que tu me permettes d'en citer, je ne vais pas évidemment vous lire toute la conférence, mais quelques points intéressants concernant cette chorale qui fait figure quand même d'ancêtre, en tout cas de premier point de rencontre de yiddishophones par le chant. Donc la chorale va naître en 1920. Bien sûr, nombreux immigrants juifs qui créent des associations culturelles, et la première d'entre elles s'appelle la Kulturliga, pas besoin de traduction. Et donc, cette Kulturliga regroupe tout un tas de gens, il y a des conférences, et on se met à chanter. Donc, petit groupe de choristes. C'était des gens de gauche, inutile de le préciser. Donc, au milieu des chants folkloriques, on a beaucoup de chants de lutte. Chants évidemment très connus, de Hackers and the Zeiss, tu laboures et tu sèmes, Frek die Welt die Altel Cache, le monde pose l'éternelle question. Mais il y avait une succession de chefs d'orchestre, pas vraiment un chef fixe, et c'est alors qu'arrive Aryeh Kaufman, jeune travailleur varsovien à Paris, et qui avait déjà une expérience, et donc il arrive à regrouper et à agrandir le cercle, et on arrive à 100 chanteurs. Quand même, s'imaginer une chorale yiddish de 100 chanteurs, tu y es presque, Jacinta, oui. 100 chanteurs, voilà. Et la poétesse Tania Zisman va d'ailleurs dédier un poème à ce chef d'orchestre. Oh, combien de notes, combien de sons du limpide chant yiddish tu as obtenu de la chorale. Dans chaque cœur de tes choristes, pour toujours, tu resteras. Bref, éclate la guerre civile, je passe en Espagne. La chorale, bien sûr, fait tout son possible pour aider le peuple espagnol. Moïse Schulstein, grand poète yiddish, écrit un poème émouvant. Et Henri Cohn, compositeur, écrit la musique, et la chorale, bien sûr, interprète ce chant. En 1937, le Congrès mondial pour la défense de la culture yiddish, à Paris ou d'autres. Et bien sûr, la chorale est très active, 2 concerts. On a le congrès se clôt sur la création d'une union mondiale pour la culture yiddish, le fameux Yekuf, pour ceux qui ont entendu parler. Arrive la guerre, dispersion, et après-guerre, renaissance, où des solistes commencent à se distinguer. On a évoqué tout à l'heure la figure de Euser Kafka, que j'ai un tout petit peu connu, mais toi, tu l'as bien connu. Oui, tout à fait. Et puis, il faisait un duo avec ma mère. C'était un régal, vraiment.
D'autant plus qu'il n'avait aucune connaissance particulière, mais ils avaient le cœur et ça s'entendait. Tous les choristes, la grande majorité, si ce n'est la totalité, revenaient des camps. Donc ils savaient ce qu'ils chantaient. On n'avait pas besoin de leur expliquer, loin de là. Ils savaient ce qu'ils chantaient. Il y avait une profondeur. Chaque mot était important. Et donc tous les deux, c'était un régal. Jamais entendu un duo de cette nature. Deux personnes totalement ignorantes sur le plan technique, mais le cœur sur la main. Oizer Kafka, chez qui Jacques Robert, je l'ai évoqué tout à l'heure, est allé prendre des cours, ou en tout cas a écouté beaucoup chanter, justement. Ouais. Justement, ouais. Donc voilà, cette chorale, peu à peu, va prendre de la maturité. Un autre chef arrive, Ilya Holodenko, que tu as aussi, bien sûr, qui lui était quand même prof de musique à l'école normale. Oui, lui, c'était le spécialiste, quand même. C'est ça, c'est ça. Alors que Kaufmann était l'ami, le complice. Comme ils disent, il était un des nôtres. Alors que Holodenko était chef. C'est ça. Mais il a harmonisé beaucoup de chants aussi. Il a harmonisé, dont Sprent, qui est remarquable comme harmonisation. Et ça, c'est un de mes regrets, que toutes les chorales juives ne chantent pas cette harmonisation-là, d'ailleurs. Elle est superbe, je trouve dommage qu'il y ait différentes harmonisations de ce chant dans les différentes chorales. Ouais. Ainsi que le chant des partisans, hein, le fameux Mir seinen Du. C'est ça. Aussi, ouais. Voilà, donc... Il a écrit un livre aussi, Holodenko, La chorale populaire. D'accord, qu'on doit pouvoir trouver dans toutes les bonnes bibliothèques yiddish. La bibliothèque Medem. C'est à vérifier, je pense. Oh, je pense qu'ils doivent avoir quand même. Enfin, voilà, donc la vie continue et la chorale fête ses 20 ans en 1950, est invitée à droite, à gauche, les 40 ans, les 50 ans, et puis évidemment, les difficultés de santé commencent et la chorale a dû cesser ses activités. Moi, je voudrais revenir un petit peu à toi, Jean. En fait, pour toi, le yiddish et la musique, c'est tout un. Je veux dire, ce sont deux éléments transmis par Eva et qui se sont continuellement entrelacés dans ton existence. Tout à fait. Qui s'entrelacent toujours. Et puis ceux qui ont une oreille yiddish ont pu remarquer, d'ailleurs, on me l'a sorti, que même quand je dirige des œuvres françaises ou profanes ou normales, quoi, ou dernièrement le canto général que j'ai porté beaucoup, ceux qui ont un petit peu l'oreille, ils entendent qu'il y a un peu de yiddish dedans quand même. C'est ça, hein, comme je disais tout à l'heure, comment la langue française a adopté, a intégré ce yiddish exilé et l'a fait sienne, en quelque sorte. Et je me retrouve tout à fait dans ce que Laurent a dit tout à l'heure concernant la mémoire. Tout ce que je fais en ce moment, c'est garder la mémoire de ma mère. Alors, avant ma dernière question, je voudrais évidemment vous faire un petit peu de publicité pour annoncer que le samedi 9 novembre, il y a un après-midi consacré à la famille au centre Medem Arbetering, 52 rue René Boulanger, où seront projetés 2 films sur la famille. Le premier film concerne les lettres que Lucie Dreyfus a écrites à son mari, et le second film, qui s'intitule La résistante et l'enfant, est justement celui évoqué tout à l'heure, où Eva a été merveilleusement filmée, raconte, chante, et Jean, en contrepoint, est là pour raconter, face aux années de guerre qu'a vécu Eva, des années de résistance, mais aussi de déportation, où, dit-elle, la musique l'a sauvée, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, venez voir le film, et où Jean raconte comment, toi aussi, hein, tu t'es inscrit dans cette filiation
yiddisho musical, si je puis dire. Et je ne sais pas si c'était à l'ordre du jour, mais chaque fois que je pense à l'humour de ma mère, je ne peux pas résister au plaisir de raconter son dernier trait d'humour. Elle avait peut-être déjà 103 ans, quelque chose comme ça. Elle se réveille un matin, elle dit qu'elle a mal aux yeux. Et la dame qui était avec elle lui dit oh ben, ça tombe bien, il y a l'infirmière qui doit arriver tout à l'heure. Arrive l'infirmière pour les soins intimes, qui commence à lui nettoyer les fesses. Et ma mère lui dit c'est là que vous cherchez mes yeux. J'en ai d'autres. Hein. Alors, ma dernière question, mais qui ne sera pas forcément ta dernière intervention, hein, c'est que j'aimerais que tu nous parles un peu justement de Oifenweg et de Nord-Oifenweg. C'est 2 recueils de chants yiddish que tu as harmonisés et que tu as adaptés pour 4 voix. Et quelle voix? Des très belles voix. Ben oui, c'est vrai. Donc il y a un CD de 3 voix de femmes et un autre CD de 3 femmes et 2 hommes. Qui est donc, c'est voilà. 3 et 5, enfin, c'est pas 4. C'est pas grave. Et j'ai eu ce plaisir extraordinaire. Chaque fois que j'ai fait chanter en yiddish, les gens sont tombés amoureux. Pas de moi, hein, de la langue. Mais parfois, enfin bon. Encore que mon petit doigt m'a dit que tu étais un chef un petit peu comme Monsieur Holodenko, hein, très, très rigoureux, hein, ça rigolait pas quand même. Oh. Oui, oui, j'ai entendu la même chose. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, si on veut obtenir de beaux résultats. Son regard, oui, oui, oui. Blitzes. Dans mes rênes. Non, mais c'est pas vrai. C'est la musique qui est exigeante. Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vrai. C'est pas moi particulièrement. Je pense pas avoir le monopole de l'exigence. De toute façon, sans exigence, ça m'étonnerait qu'on puisse faire quelque chose d'intéressant. C'est juste. Merci Jean pour jusque-là. Jacinta, Yo, faut-il te présenter, Non, Jacinta? non. Toi aussi, tu as un goût prononcé pour l'adaptation musicale des chants yiddish. Toi aussi, tu es chef de chœur et même de plusieurs chœurs, plusieurs groupes. Mais revenons aux origines. Comment es-tu arrivée à la chanson yiddish? Est-ce que, comme Astérix, tu es tombée dans le chaudron quand tu étais petite? Bien sûr, bien sûr. Par ma mère. Moi, c'est pas de mon père. C'est mon père m'a yiddish et ma mère. Oui, la subtilité. Oui. Bon, mon papa est né à Lodz, et donc il est arrivé en Argentine dans les années 50, il a rencontré ma mère, il parlait pas l'espagnol, et puis petit à petit il s'est fait à la langue, et il a parlé sans accent, aucun accent, et je l'entendais dès le matin chanter en yiddish. Il me parlait en yiddish avec son accent de Lodz, et ils ont décidé, papa et maman, de m'inscrire dans une école yiddish qui était l'école Itzrok Leibush Peretz, dans la banlieue de Vijalinch. Et l'école faisait partie du mouvement Ikuf, que tu as cité tout à l'heure, donc ça veut dire des Linkeiden, des juifs de gauche. Et là, j'ai appris le Yiddish Litvak. Donc papa me parlait avec son accent. Mon prénom en yiddish, c'est Zisserle. Je m'appelle comme ma grand-mère paternelle que je n'ai pas connue. Et papa disait Zisowo. Et donc en yiddish, Litvak, c'est Zisserle. Bon, et donc lui, il chantait constamment. Et c'était des chansons, il y a un bagage très particulier, il y a un lien très fort entre papa et moi parce que il oubliait les textes des chansons et quand il me faisait chanter, il chantait un couplet ou la moitié d'un couplet et puis le couplet suivant qui était incomplet. Et quand je suis arrivé en France fin 1977, j'ai commencé à chercher dans les cahiers ou dans les bibliothèques des chansons yiddish que mon père avait oubliées. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré ta mère pour la première fois au 14 de la rue de Paradis avec Charles Steinman. Et j'avais demandé à ta maman si elle connaissait la chanson qui commence Oinem guter klezmer dein Fiedel in Hand, das Lied von Goldenem Land.
Et ta mère a commencé à me dicter la chanson. La chanson du pays doré. Oui, de Mortgegebirtig. Il m'a dit, tu schreibst die Yiddish, tu écris en yiddish. Oui, Avad, bien sûr. Et il m'a donné les textes d'autres chansons que mon père avait oubliées. Et à l'époque, il y avait, donc, j'habite rue des Archives, il y avait une cabine téléphonique. Et vers 11 heures du soir, je faisais la différence avec le décalage horaire. Je téléphonais en Argentine, c'était toujours papa qui répondait. Et je lui ai chanté entier Das Lied von Goldenem Land et d'autres chansons qu'il me chantait de façon incomplète. Et c'est quand même étonnant et très fort que papa, à partir du moment où je lui ai chanté notamment Nora mame, si seine mitene auf der Welt. Donc j'entendais de l'autre côté du téléphone, à 14 000 km, ces sanglots. Et à partir de ce jour-là, c'était peut-être en 78 ou 79, papa a commencé à m'appeler Mamele. Et moi à lui dire Mein Kind. Parce que j'ai restitué les chansons que sa mère lui chantait et qu'il avait oubliées. Donc le lien entre papa et moi était très fort. Avec maman, c'était d'autres genres de liens, également très forts, mais pas au niveau affectif comme dans la musique. Donc lui, il chantait dès le matin, il s'est rasé, il chantait, écoute cette chanson, donc j'écoutais, et puis il y avait des disques 78 tours que j'écoutais du matin au soir, donc enfin du matin au soir, quand c'était samedi, dimanche et qu'il n'y avait pas école, parce que le matin, j'allais à l'école yiddish, et l'après-midi, j'allais à l'école de l'État pour parler espagnol, etc. Et dans cette école yiddish, il y avait une chorale, dirigée par Judith Buchmann, et j'étais au Kindergarten, donc ça veut dire au jardin d'enfants, j'avais 4 ans, et la lehrerke Judith avait repéré ma voix. Donc, Précoce. Die Heften und die Bücherlechen, der zu Donc, mais cette gamine chante bien. Donc, j'étais introduite dans la chorale, pour moi, des adultes. C'était donc des gosses qui avaient déjà entre 8 ans et 18 ans, avec le Mittelschule aussi, l'école, le lycée. Et je chantais avec eux. Et donc, je passais dans tous les pupitres parce que j'avais une mémoire très forte, même si je ne lisais pas en yiddish encore, parce que j'étais dans le kindergarten. Et j'ai appris des tas de chansons avec cette chorale. Et ma passion pour la chorale, mon amour du partage de la chanson, est venu de là, de cette chorale. D'ailleurs, avec papa, on chantait toujours à 2 voix. Je faisais toujours la deuxième voix. Il ne se perdait pas. On chantait les nigunim et les chansons qu'il avait oubliées. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas me poser des questions peut-être, je suis venu à diriger un groupe. Je parle directement, j'y vais? Bah oui, puisque c'était la question, comment es-tu venu à diriger une chorale, toi qui faisais de la scène en soliste? Oui. Bon, je me souviens, oui, c'était l'année 2001. Bon, j'avais mené une carrière, même si j'aime pas le mot, un chemin comme chanteuse, oui, non seulement, oui, avec Guillaume, non seulement en yiddish, mais aussi en judéo-espagnol, aussi de musique argentine, en tant qu'auteur-compositeur. Et en 2001, j'ai reçu un appel téléphonique de Michel Avner, qui m'a dit, écoute, nous sommes à la mairie du 3e, c'est à côté de chez moi, et Bielka, qui dirigeait à ce moment la chorale, autre grande chanteuse yiddish. On n'a ouais, pas pu inviter tout le monde, malheureusement. Que j'aime beaucoup. Mais j'aime toutes les chanteuses yiddish, vous savez, c'est quand même... c'est toujours pas réciproque. Bon, enfin, bon. Bon. Et non, c'est juste une blague. Et donc, Bielka était prise, et donc j'arrive à la mairie du 3e, il y avait un groupe de 17, une vingtaine de personnes, on m'a dit, on chante, je dis, non, d'abord je voudrais vous écouter. Et je dis, j'ai des propositions à vous faire. Donc on a commencé un petit travail, la semaine suivante, Bielka était aussi occupée, et c'est elle qui m'appelle, m'a dit, écoute, ça serait bien que tu ailles, parce que les gens étaient très contents de t'avoir comme animatrice. C'était pas chef de chœur à l'époque. Et donc j'y vais une deuxième fois, et puis Bielka m'appelle au lendemain, et elle me dit, les gens étaient tellement ravis de ta présence que je pense que mon poste, je dois te le céder. C'est à toi de diriger cette chorale. Et à partir de ce moment-là, de 17 personnes, elles sont devenues 20, 25, 30, 40, etc. Et on est arrivé à 130 choristes à peu près, mais aussi 130 choristes non pas concentrés sur le même moment. J'ai décidé de tenir compte des motivations des gens, parce que je considère que la transmission est essentielle. Et j'ai bénéficié de cette transmission par mes parents, par
mon Zeid et ma Bob maternelle. Et je me suis dit qu'en France, je sentais qu'il y avait comme une espèce de vide de Yiddishkeit, de la musique judéo-espagnole également. Et je me suis dit, il faut quand même que j'écoute ce que les gens ont dans le cœur. Donc il y avait des gens qui avaient un certain âge, qui avaient envie de chanter juste la mélodie. Ne pas se fatiguer avec des harmonisations, d'apprendre par cœur des choses. Bon, d'accord. Et puis un groupe de gens qui arrivaient du travail, très fatigués, des problèmes avec le patron, avec leurs amants, etc. Bon. Et donc, je me suis dit, bon, là, ça va être un groupe à deux voix. Et puis, je me suis dit, mais il y a des gens qui sont très doués à l'intérieur de cette chorale, donc j'ai fait un groupe polyphonique dans lequel il faut passer des auditions. Et comme tu dis, Jean, sans exigence, on n'obtient rien. Moi, mon exigence, elle est là, mais avec toujours un sourire. Je ne dis jamais à quelqu'un, tu chantes faux. C'est parce que ça n'existe pas. Ça, exactement. On est d'accord. Ça n'existe pas. Donc ceux qui croient qu'ils chantent faux, ceux qui pensent chanter faux, vous venez me voir tout à l'heure. Non, mais vous venez me voir moi. Ça dure 20 minutes. C'est pas long, hein. Moi, c'est 10 secondes. Non, mais c'est vrai, il y avait un monsieur, donc on était au centre MEDEM, là où je donne cours actuellement. Il y a un monsieur qui me dit, de toute façon, ça ne va pas marcher, je chante faux. Je dis, est-ce que vous êtes capable de détecter si quelqu'un d'autre chante faux? Ça, j'en sais rien. Je dis, bon, on va faire un essai. OK. Donc je fais, dites-moi où c'est faux. Et je chante, à la claire fontaine, m'en allant promener. Il y a quelque chose? Non. Bon, alors maintenant, je reprends. Aux marches du palais, aux marches du palais. Oh, mais fais là. Je dis, voilà, vous détectez où c'est faux. Donc vous pouvez détecter vous-même où c'est faux. On m'a dit, fait merveilleux test. Je m'inscris. C'était 10 secondes. J'ai la licence. Moi, c'est gratuit. Hein. Moi aussi. Bon, voilà. Sans humour, c'est ça aussi qui est fort. Sans humour, on n'obtient rien. Même quand on travaille, comme en ce moment, avec mes choristes de Lied von Goldenem Land, les gens ne comprennent pas tous le yiddish, ils ne lisent pas tous le yiddish, mais on essaie de faire un travail aussi littéraire, sans que je sois professeur de littérature, de comprendre le style d'un grand poète, de comprendre pourquoi il utilisait des mots, un tel mot et pas un autre. C'est un travail passionnant et comme je le dis toujours, ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de unir les voix, de partager. Et pour moi, une chorale, c'est pas juste une personne qui chante à côté de l'autre, c'est des gens qui chantent avec leurs histoires communes, avec leur vécu, avec leurs drames, avec leur joie, pour faire quelque chose qui donne de la lumière. C'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de chorales qui se retrouvent uniquement pour chanter telle œuvre. Oui. Et leurs voisins ou voisines ne les concernent pas. C'est un autre objectif. Il y a beaucoup de façons de chanter, de faire chanter. Donc, ce que je viens de citer, là, la chanson musée, il y en a d'autres. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut vivre à Montpellier pour aller à ta chorale, non? Je me déplace. La preuve. Alors, oui, donc je voulais juste dire aussi que donc j'avais demandé à Michel de ne pas me programmer le matin parce que je suis une insomniaque et quand je sais que je dois me lever le matin très tôt, de toute façon, je ne dors pas. Bon, à cette heure-ci, je n'ai pas dormi non plus, mais bon, c'est comme ça. Et tout à l'heure, il y a eu Talila et Laurent et j'ai connu Talila donc vers l'année 78 et c'était par le biais d'Evry Liquez qui avait créé le spectacle Chant profond juif dans lequel je chantais en judéo-espagnol, notamment en première partie du spectacle. Donc Talila chantait en yiddish dans la deuxième partie du spectacle avec le groupe Kol Aviv. Et à un moment donné, je dis à Ève, ce serait bien d'introduire des thèmes sur la Shoah. Donc elle m'a fait chanter Brent, justement, de Gebirtik, et une très belle berceuse de Itzik Pfeffer, Schlaf nit Kind Mais, en yiddish. Donc le public qui était présent, c'était au Forum des Halles à l'époque, même au Festival d'Avignon.
le public qui n'était pas connaisseur a dit ah oui bien sûr c'est la séfarade qui chante par phonétique. Tu vas passer par exemple des Mamma io no tengo visto splendida. Pardon. Quand on ne comprend pas, je dis, ben voilà, ils chantent par phonétique. Mais les yiddishophones ont dit, non, ziret yiddish. Et donc, après les spectacles, les gens venaient me voir, et c'est comme ça aussi que j'avais été programmée à la rue du Paradis avec Charles Steinman, et que l'amitié avec ta mère s'est consolidée. Eva, c'était un être hors du commun. Et Jean l'a déjà dit. On se voyait assez souvent. Mais tu peux le redire, hein, parce que c'est vrai. Ça suffit, non? Certainement pas. Je te comprends. On tient à ses parents, c'est la mémoire. Bon. Et donc, ce chant profond juif m'a permis aussi de rentrer dans la communauté juive en France. Donc, je remercie Ève Liliguez, paix à son âme, de m'avoir donné l'occasion de chanter dans ce spectacle. Il y avait des musiciens remarquables. Et donc voilà, la chose c'est que si je suis là aussi, c'est que ce n'est pas seulement le fait de chanter un soliste qui m'intéresse, comme je vous ai dit, c'est le fait de ça. Et donc je fais une petite parenthèse, d'aucuns m'ont vu certainement dans The Voice, et ce n'est pas moi qui ai choisi de m'inscrire dans The Voice, j'ai été inscrite de facto. On a commencé à me téléphoner de façon tous les jours, tu vois. Assistante. Donc j'ai dit oui pour qu'on ne me casse plus les pieds. Donc j'ai fait la chose et je dis de toute façon, je n'accepte pas les battles, je n'aime pas la confrontation, pour moi c'est le partage qui prime et je me suis attrapé une bronchite. Donc je n'ai pas pu continuer l'aventure. Mais mon médecin dit, moi je pense qu'il y a eu quelque chose d'autre. Non, je me suis vraiment attrapé une bronchite, il y avait des courants d'air, mais je tiens à nouveau à ça. Chanter avec l'autre, c'est une façon de se consolider soi-même, c'est une façon de grandir. Seul, on n'arrive pas à grand-chose. C'est mon avis. Eh bien, Si Jean, vas-y. Si je peux compléter oui. ce que vient de dire Jacinta. Oh, oui. Vas-y. Non, ne sois pas vexé, vas-y. On vient de parler de partage, il me semble. C'est un travail très très passionnant d'arriver dans une chorale à avoir l'égalité entre le groupe et l'individu. Je sais que mon plaisir à moi, c'est de donner priorité à l'individu dont la résultante, c'est le groupe. Parce que au nom de l'ensemble, qu'est-ce qu'on a connu comme crime, commis comme crime, au nom de... Et donc, pour moi, je veille, mais alors, à ce que chaque personne s'exprime, que ce soit son chant, et on découvre effectivement progressivement la communauté. Oui, ça c'est un travail que je fais d'une façon si que mes élèves, mes choristes ici présents, quelques-uns, merci beaucoup, connaissent, c'est que je les fais chanter un à un la même chanson pour que l'un découvre à côté de l'autre quelle est la voix de la personne qu'ils ont à côté. Et une strophe d'une chanson n'est pas ressentie de la même façon par l'un, par l'autre, et ça crée aussi des liens entre les gens. Et c'est cette émotion-là qui fait qu'une chorale peut marcher. C'est aussi le lien, non seulement parce qu'on traduit une chanson et parce qu'on explique ce qu'elle signifie, mais c'est parce qu'on connaît la voix de son voisin et qu'on se dit, moi je voudrais lier la mienne à la sienne, pour ce partage-là. Eh bien, une dernière petite... Il a quelque chose à dire. Je rajoute à tout ça, on pourrait raconter plein de choses sur la chorale, au-delà de tout ce qu'on raconte là déjà, c'est une petite société en miniature, Oui. en plus de tout l'aspect culturel. C'est vrai. Eh bien, je vous remercie. Nous vous remercions tous les deux pour ce très bel échange, vraiment.
Maintenant, nous allons accueillir 2 représentantes de la génération montante de la chanson yiddish. J'ai dû faire un choix, bien évidemment, cornélien. Je ne pouvais pas inviter tous les représentants et surtout représentantes sur scène. Donc, il y en a dans la salle. Je salue la présence de Muriel Missirlou, qui est là, qui officie dans ce musée même, entre autres. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Elsa Signorile. Je t'en prie, Elsa. Et Judith Marx. Alors, la chanson yiddish en France au XXIe siècle, parallèlement au développement des chorales, parce qu'évidemment, je ne les ai pas citées toutes. Plus près. Voilà, pour que ça enregistre. On voit se multiplier les chanteurs et surtout chanteuses. D'ailleurs, petite digression, dans la chorale juive populaire de Paris, dans les années justement 50, 60, il y avait plus d'hommes que de femmes. Vous imaginez un peu dans une chorale, alors qu'aujourd'hui on est sans arrêt à la recherche de ténors et de barytons. Bah, eux, ils ont eu cette chance d'avoir un grand nombre d'hommes. Bref, on a des adaptations dans le répertoire yiddish traditionnel, des adaptations modernes d'œuvres de ce répertoire populaire ou poétique, des traductions du répertoire international et beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir. J'ai donc invité Judith Marx, à ma gauche, Elsa Signorile. Et vous avez toutes les deux fondé un groupe, et quand je dis un groupe, pour Elsa, c'est plusieurs, et vous interprétez le répertoire yiddish en lui donnant, on peut dire quand même, un souffle nouveau, différent d'ailleurs, chez chacune d'entre vous. Judith avec les Marx Sisters, et donc Elsa, je vais commencer par vous, par toi, avec un éventail, tout un éventail de petites formations. Je vais un petit peu décliner ton parcours rapidement. Tu es titulaire d'un diplôme universitaire général, le fameux DUG en musicologie, d'un diplôme de DUMI, musicienne intervenante. Tu es issue de la culture yiddish, transmise par tes grands-parents maternels. Tu te formes au style klezmer à travers de nombreux stages en clarinette, je ne vais pas les énumérer tous, et au chant, avec des rencontres, avec des grandes chanteuses, Shura Lipovski, Sacha Lourier et certainement d'autres. Et tu co-crées, tu as co-créé le groupe Les Bobemeisse, dont vous pourrez avoir un aperçu sonore très avantageux, puisque l'IEMJ, Hervé Roten toujours, vous a publié, enregistré, coproduit. Oui, coproduit. Donc un quatuor de musique klezmer. Le duo Nora Bissolet, sur lequel on va bien sûr revenir, des chansons françaises, des chansons yiddish, et tu interviens en tant que musicienne et chanteuse sur des spectacles, jeune public, et puis plein d'autres choses. Tu diriges un chœur aussi, chœur amateur Zollsein, bien connu de ceux qui viennent chaque année à la rencontre des chorales, puisqu'ils sont l'association Scholem. Association Scholem, voilà, évidemment. Et tu as créé, last but not least, ta structure de production et de diffusion pour accompagner tous tes projets artistiques, et laquelle s'appelle Zadjo. Donc, autant dire que tu ne chômes pas. C'est ça. Ton dernier spectacle en solo s'intitule Eliška. J'aime beaucoup ça. Et Eliška, c'est Elsa. La parole. Ouais, Eliška, c'est mon projet solo, et c'est de la chanson française et yiddish. Oui. Voilà, c'est de la chanson, c'est pas mal des composition. Et Eliška, ça veut dire Elsa, c'est en tchèque. Voilà, moi mes arrière-grands-parents venaient de Pologne, mais j'ai fait une tournée en République tchèque avec les Bobemeisse il y a quelques années, et c'est là-bas que j'ai découvert que Elsa se disait Eliška. J'ai trouvé ça joli, je me suis dit que c'était une bonne idée, que c'était quand même dans l'Est, que c'était pas loin de chez moi. Et donc voilà, c'est le nom de mon solo, composition. Donc, c'est, comme tu dis, c'est un peu toi, mais pas complètement toi, mais quand même un petit peu de toi-même. Donc, il y a encore une fois cette fusion, cette symbiose, comme disait Laurent Greenspan tout à l'heure. Oui, alors dans ma présentation, je dis c'est un petit peu le prénom de mon grand-père aussi, parce qu'il s'appelait Élie, mais pas complètement. C'est un petit peu moi, mais pas tout à fait. C'est mon moi du spectacle. Voilà. Alors, tu es aussi une musicienne instrumentaliste, je sais pas, instrumentiste très diversifiée, puisque tu joues de l'accordéon, tu joues de la guitare, tu joues de la clarinette, j'en oublie.
Non, Non, ça y est. c'est déjà. Alors, dis-moi, lorsqu'on est né comme toi dans les années 90, Oui. c'est ça, 90, Pile poil. pile poil 90, comment est-ce qu'on arrive à vouloir transmettre à un public souvent non juif, hein, on en arrive toujours en ce 21e siècle-là, ces chants de la tradition yiddish? Comment cette idée germe-t-elle? Alors, en fait, moi, dans mon parcours, au départ, j'ai commencé à chanter en yiddish pour les 70 ans de mon grand-père, et j'avais 10 ans. Et c'était une surprise qu'on a organisée avec ma mère et ma sœur, en gros. Mon père était d'accord, mais c'est plutôt ma mère et ma sœur qui ont organisé tout ça. Ma sœur était au violon, moi à la guitare, et on a chanté, que j'avais 10 ans, on a chanté Tumba la Laïka, Donna Donna et Asderebe Ilimeiler. C'est ça. On avait fait les 3 chants. D'ailleurs, Jacinta était dans la salle. Oui, pour les 70 ans de mon grand-père. Et donc, c'était la première fois que je chantais des chants yiddish sur scène. En fait, sur scène, c'était les amis et la famille de mes grands-parents. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Mhm. Et après, moi, j'ai grandi à Rennes, en Bretagne. Donc avec une communauté juive quand même très petite, avec beaucoup d'amis qui venaient d'ailleurs, avec des rencontres musicales variées et différentes. Et en fait, en continuant à, moi, apprendre les chants yiddish pour accompagner aussi ma mère qui donne des cours de yiddish. Donc en fait, on a travaillé ensemble. Moi, je venais pour transmettre les chants yiddish parce que ma mère a toujours dit « Je chante faux, est-ce que tu peux venir m'aider ?» Donc, Donc je venais aider au cours de yiddish à transmettre les chants. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un chœur. Un chœur de chants yiddish à Rennes. Voilà. Avec les élèves de yiddish de ta maman? Avec les élèves de yiddish, puis d'autres. Puis d'autres, quoi. Ça s'est ouvert à d'autres personnes qui voulaient juste chanter. Donc la plupart des personnes de la chorale sont non juives, mais intéressées. Et c'est super. Voilà. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que comme j'ai grandi en Bretagne, dans un endroit où il n'y a quand même pas tant que ça de communauté juive, etc., tout mon parcours musical de création autour des musiques yiddish ou klezmer, c'est construit sur les rencontres avec d'autres cultures, avec d'autres styles musicaux, et aussi comment faire connaître un répertoire que peu de gens connaissent là-bas, en associant les choses, quoi, en faisant des liens, soit entre la chanson française et la chanson yiddish, avec Nora Bisselet, soit avec des musiciennes qui venaient plutôt du milieu breton, du milieu musique actuelle ou classique, enfin, voilà, avec les Boubé Maïsset. Donc en fait, je pense que ma démarche de création, elle s'est construite aussi comme ça, sur comment faire connaître et comment faire que les gens se sentent concernés et que ça devienne vraiment, au-delà du fait que la musique est universelle, qu'en fait ça leur parle complètement parce qu'ils connaissent des choses dans ce qu'on est en train de jouer, quelque part. En fait, Voilà. La grande chance, c'est de pas avoir grandi à Paris, hein, Oui, où je on pense. a ces milieux quand même. On voit que c'est un petit peu difficile de sortir de nos milieux judéo-juifs, si je joue yiddish, mais que quand on est justement en province où il y a moins cet aspect un peu communautaire, on va dire. Ça, en fait, quelque part, on est obligé de s'ouvrir. En même temps, c'est très bien. Et du coup, on joue dans des salles, dans des centres culturels, en fait, dans des salles où on est placé dans la case musique du monde. En fait. Oui, fameuse musique du marrant. monde. Oui. Enfin, musique du monde, chanson, quoi. En fait, à côté des autres. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Alors, tu peux nous raconter la naissance de... Moi, j'aime beaucoup Nora Bisselet, comment ce nom est venu? Oui. Et bien, Nora Bisselet, c'est un duo donc, de chansons françaises et yiddish qui est né en 2016. Pour les spectateurs, je veux bien qu'ils entendent, le duo s'appelle Nora, prénom, Bisselet. Oui. Et donc, c'est venu donc, avec ma collègue Raphaël Merdrignac, qui est clarinettiste, clarinette basse, et qui chante aussi. Et donc, on a échangé sur chansons françaises, chansons yiddish, comment faire pour ne pas avoir à expliquer chaque chanson entre chaque
répertoire. Comment faire pour que, en fait, d'elle-même, la chanson s'explique en faisant des liens. Par exemple, Bells, qu'on a entendu tout à l'heure sur la présentation, on l'associe à Mon enfance de Barbara. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'expliquer ce que ça raconte. Quelque part, ça fait sens. Ça fait sens parce que les gens connaissent Mon enfance de Barbara. Et Bells, c'est une chanson très connue, mais ça leur permet... Voilà, de faire du lien. Et donc, c'est le jeu entre le français et le yiddish. Et donc, Nora Bisellet, c'est aussi un petit jeu. Il y en a plein qui ne le comprennent pas, donc, qui nous appellent Nora Bisel. C'est pas mal. Et donc, le jeu, c'est qu'en yiddish, on dit Nora Bisellet, encore un petit peu. Et donc, c'est dans le spectacle aussi, on raconte Nora Bisellet, mais qui c'est cette Nora? Voilà. Et c'est vrai que tu mets un point d'honneur dans tes spectacles à construire un décor qui est très parlant, qui est très coloré, qui est très animé. C'est vraiment du spectacle total. En fait, on travaille je travaille souvent avec des personnes qui vont faire un regard extérieur, une scénographie, et qui vont essayer, encore une fois, d'universaliser. Je pense que vraiment, mon grand sujet, c'est essayer de faire en sorte que la musique yiddish et la musique klezmer fassent partie de l'ensemble de la création musicale française. Enfin, et que chacun s'y retrouve, que ça parle à tout le monde. Faire connaître, quoi, vraiment. Oui, parce que dans un spectacle, j'ai regardé un petit peu tout ça. Tu n'hésites pas à mêler au yiddish des chansons de Bourvil, de Pierre Pérez, de Moustaki, d'Anne Sylvestre. Et donc, tu entrelaces tous ces répertoires. Et est-ce qu'il y a un fil rouge ou des fils rouges? Ça dépend. Là, les Boubem Maïsel, le dernier album qu'on a sorti avec l'Institut européen des musiques juives, coproduit, c'est autour d'un spectacle qui s'appelle Le Nouveau Cher. Donc, le Cher étant une danse et aussi la paire de ciseaux du tailleur. Et donc, on raconte toute une histoire de transmission avec des tissus, des ciseaux. On a un morceau qu'on joue avec des paires de ciseaux en percussion. Et donc là, le fil rouge, c'est vraiment... C'est justement un fil. C'est justement un fil et la transmission, la couture. Voilà, c'est beaucoup, en fait, pour l'instant, c'est beaucoup autour de la transmission, de qu'est-ce qu'on a reçu, en fait, de nos grands-parents et qu'est-ce qu'on en fait. Et la couture, c'est aussi, bien sûr, coudre ensemble deux morceaux de tissu qui n'ont pas forcément la même couleur ou la même forme, etc. Et puis trouver des anciens tissus et en faire quelque chose de neuf, quoi. Enfin, il y a toute cette question de création, vraiment, de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu. Comment on se les réapproprie et comment, aujourd'hui, on travaille là-dessus et on l'actualise. Et il y a un nouveau projet aussi en préparation de Nora Bisellet. J'attends. Mais non, il n'y a pas de... Vas-y. C'est Nora Bisellet en trio. Voilà. Autour des chansons. Le duo s'élargit. Ouais, le duo s'élargit. On accueille un musicien, contrebassiste, percussionniste, et qui vient plutôt du monde du blues. Et voilà. Et ça va être autour des chants de lutte et des chants de femmes. On essaie de mettre en musique aussi des poèmes qui ont été écrits par des femmes. Et c'est essayer de mettre en lumière aussi d'autres choses. Voilà. Très bien. Faire des chants connus, mais aussi la création, moins connue. Moins connue, d'accord. Et donc, j'imagine que les créations vont se faire du côté de Rennes, avant d'arriver dans la capitale. C'est possible. C'est prévu pour mars 26. En gros, sortie, on a des partenariats là dans des salles et tout en Bretagne. Voilà. Donc, affaire à suivre. Bon, merci beaucoup déjà pour cette partie de présentation. On n'a pas fini. Alors, Judith, j'ai lu une journaliste de Télérama qui écrit à propos des Marx Sisters, les Marx Sisters, bien sûr, dont Judith est l'une des représentantes éminentes. Nul besoin de parler yiddish pour comprendre la verve et le potentiel burlesque des sœurs Marx. Alors on vous dit, toi et Léa, l'une de tes sœurs, les dignes héritières des Barry Sisters, le groupe Les Marx Sisters, fondé en 2013 à l'initiative de ta maman, Mano Siri, dont nous saluons avec beaucoup d'émotion la mémoire. Et vous êtes un groupe qui est motivé, toujours pareil, par le désir de vivifier, de prolonger le genre et
plein d'influences. Le jazz, le rock, la musique classique, le musette, chansons françaises, fidèle en cela évidemment à cette tradition de métissage qui imprègne la chanson yiddish d'ailleurs. Donc, les Marx Sisters, groupe de chansons yiddish ou de musique klezmer. Alors attention, le point hyper très qui va être débattu ardemment cet après-midi. Oui. Mais on prend un peu d'avance, ou les deux, ou je ne sais pas. Alors il faut quand même être assez honnête là-dessus. Quand on entend chanson yiddish dans tout un tas d'endroits en France, on ne sait pas trop de quoi on parle. Par contre, quand on entend musique klezmer, ça commence à parler un petit peu à tout un tas de personnes justement qui ne sont peut-être pas habitués. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a deux genres. Et en fait, en arrivant avec notre petit musique klezmer chanson yiddish, on va arriver, on va dire, regardez, là, c'est quand même plutôt de la chanson, quand même. Et on va commencer finalement à transmettre un petit peu cette différence, finalement, qui est de l'ordre de quelque chose qui est peut-être plus de culture. Encore une fois, je parle avec des petites pincettes, je ne suis pas sûre d'être très juste dans ce que je dis, mais qui va être plus de culture orale et quelque chose avec beaucoup plus d'écriture, de compositeurs, d'auteurs et de poètes, en fait, finalement. Et donc, on va essayer de commencer à force à transmettre, à faire comprendre un peu les différences aux personnes et au public qui s'y connaît moins. Donc, on va avoir cette étiquette-là qui est un peu élargie, et d'ailleurs qui est un peu élargie, mais d'ailleurs a raison, puisque dans le groupe Les Marx Sisters, il y a quand même Charles Rapoport, qui est quand même, digne représentant de la musique klezmer. Et il y a aussi Raphaël Sethi, qui lui s'est complètement immergé dans la musique klezmer aussi. Donc en fait, tout ça est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans cette espèce de double casquette triple, à notre petit niveau. Votre contrebassiste, c'est lui de formation classique, il est chanteur lyrique. Oui, alors lui, il a plein de casquettes. Quand on est musicien, je pense il arrive souvent qu'on ait plein de casquettes. Voilà, lui, effectivement, il a eu tout ce parcours de chanteur lyrique, mais aussi ce parcours de guitariste et de contrebassiste. Et la contrebasse, quand il a commencé la contrebasse, il a commencé la contrebasse directement avec la musique klezmer. Donc finalement, il a continué un petit peu, mais comme il chante, il chante avec nous, on chante ensemble, et avec cette culture-là classique, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Mm-hmm. Voilà. Et alors, est-ce que tu es d'accord avec le qualificatif de burlesque? Oui, alors je pense que ça, c'est un peu un truc qui doit peut-être venir de moi. Je pense, peut-être. Oui, alors moi, j'ai une formation de théâtre, donc en fait, quelque part, ça s'est immiscé. Pour la petite histoire, moi, j'ai fait donc quelques années d'école de théâtre à Paris, et puis à un moment donné, ça se passait pas très bien. J'étais encore jeune, j'étais un peu bouleversée par plein de trucs intérieurs. Et puis il y a mon professeur qui, une fois, j'avais arrêté complètement de chanter à ce moment-là, et puis une fois j'ai fait une petite chanson comme ça, et puis mon prof m'a dit: retourne voir du côté de la chanson, de la musique. Bon, très bien. Et j'y suis retournée. Et en fait, finalement, maintenant, quand je fais des concerts avec les Marx Sisters, les gens viennent: mais vous êtes comédienne aussi, non? Donc bon, voilà. Donc oui, mais parce que je pense que c'était intéressant ce que tu disais, ce parallèle entre la chanson française et la chanson yiddish, parce que en fait, c'est de la chanson, en fait. Donc c'est des textes, donc c'est de la poésie. Donc en fait, quand on chante, en tout cas moi, je ne vois pas les choses autrement. Quand on chante un texte, on vient d'interpréter, ça vient tout seul, c'est le texte qui vient raconter quelque chose. Donc nous, on est d'une certaine manière, on va juste être une éponge à ce texte, et puis on va essayer de le transmettre comme on peut. Et donc ce lien entre la chanson française et la chanson yiddish, moi, il est hyper fort. Moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup la chanson française. Je chante beaucoup de chansons françaises aussi. Et en tant qu'interprète, parce que moi, je suis quand même beaucoup moins dans la composition, la création, c'est pas quelque chose à laquelle je suis comment dire, qui me vient facilement. Et bien, en tant qu'interprète, je trouve que ce lien est... d'après ce que tu racontes, ça me semble maintenant assez évident. Il y a un lien très fort entre ces deux répertoires. Voilà. Et alors,
Comment... Alors, bon, tu viens de le dire, en fait, comment on est arrivé à chanter en yiddish. Bon, arrivé à chanter en yiddish. Voilà, oui. Eh bien, c'est marrant, tout s'est passé un peu à la même période. Il y a à ce moment-là, tout ça, donc c'est une histoire complètement familiale. Et puis l'histoire des Marx Sisters, d'abord, c'est l'histoire de ma mère qui s'appelle pas du tout Marx, mais Mano Siri. Et je pense que nous, même après sa mort, on continue beaucoup son travail. C'est-à-dire que je vais essayer de le dire rapidement. Ma mère s'est immergée dans le monde juif d'abord. Et puis ensuite, elle s'est immergée dans le monde yiddish parce que la musique, c'est toute sa vie, même si elle n'était pas musicienne professionnelle dans sa vie. Et en fait, en s'immergeant dans toutes ces choses-là, elle nous a embarqués parce qu'elle nous embarquait tout le temps dans tous ces nouveaux projets. Elle en avait à peu près 10 000 par jour, donc c'était un peu fatigant. Et puis, alors à ce moment-là, donc elle avait quand même bien déjà prévu son coup. Moi, elle m'avait mise au chant, à la chorale, ma sœur à la guitare, puis la dernière à la clarinette. Et il y avait une petite idée derrière la tête depuis, voilà, un petit projet maléfique. Et puis à ce moment-là, donc moi, au moment où mon prof de théâtre me dit va revoir du côté de la musique, moi, ma mère, elle avait commencé à réinterpréter avec on avait un recueil de chants juifs qui s'appelait The Real Fake Jewish Book, quelque chose comme ça, qui faisait, bon, avec des chansons yiddish, mais des chansons hébreux, tout ça translittéré à l'anglaise, donc bon, voilà. Et puis elle lisible, voilà, un peu voilà, maintenant quand je regarde, je me dis ah oui quand même. Et puis elle demandait à ma sœur Léa, donc à la guitare, elle faisait toutes les deux une espèce de duo de guitare avec des voix, voilà, en chantant. Et puis comme à l'époque on était quand même souvent en lien avec le Café des Psaumes, elles allaient de temps en temps faire des concerts au Café des Psaumes, donc dans le Marais, dans la rue des Rosiers. Et puis voilà, puis moi j'avais dit non, je veux pas m'immiscer dans vos histoires de famille, ça m'intéresse pas. Puis finalement je suis arrivée, je dis non mais quand même, je vais quand même venir un peu parce que je vais changer tout, ça va pas du tout. Et à ce moment-là, elle s'était appelée les Blue Eyes. Enfin, je vais quand même faire la petite blague. Je suis désolée, je me moque de ma mère encore et toujours. Et j'ai dit pas du tout, on va s'appeler les Marx Sisters. Et voilà. Et à ce moment-là, c'est né. On était 3, puis on était 4 avec un violoncelliste qui était le fils d'une des meilleures amies de ma mère. Puis après, ça a encore changé. Ce qui s'est passé quand ça a commencé à se concrétiser, cette histoire, c'était quand Raphaël Setti, l'accordéoniste du groupe, est arrivé. Et peu à peu, on a commencé à avoir des demandes un peu particulières. Puis on s'est dit, Raphaël était apprenti comédien, apprenti musicien en même temps, moi aussi. On commençait à se dire qu'on aimerait bien gagner notre vie. Donc ce qui s'est passé, en fait, c'est incroyable. Et moi, c'est ça que je trouve assez fou dans cette histoire, c'est qu'au départ, c'est vraiment juste un truc de famille initié par ma mère. Et en fait, quand on a commencé à se dire, allez, on va essayer de gagner des petits sous avec, en fait, ma mère, elle était hyper d'accord parce qu'elle avait aussi ce rêve-là, un petit peu de pouvoir aussi faire un groupe et puis en plus faire une grande famille, c'était son deuxième grand rêve. Et alors, du coup, les choses sont arrivées et puis peu à peu, voilà. Et alors, le troisième truc qui s'est passé, c'est qu'un jour, on est venu me voir, on m'a dit, écoute, c'est pas mal, tu chantes pas trop mal, mais alors par contre, le yiddish, ça va pas trop top. Va faire 2-3 petits cours par-ci, par-là, et va apprendre à prononcer un petit peu tout ça, et puis va essayer de comprendre ce que tu racontes. Et ils avaient raison. Et donc, moi, j'ai l'impression d'avoir mis le pied dans un truc un peu comme ça, par hasard, et puis tout d'un coup, c'est devenu très important. Peu à peu, en fait, plutôt, c'est devenu très important. Et peu à peu, moi, je me suis aussi prise d'amour pour ça, pour aller rechercher essayer de comprendre ce que je raconte. Et après, voilà, il y a eu cette question de comment les autres à qui je raconte, parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient me voir, qui me disaient après les concerts, c'est bien, mais on ne sait pas trop de quoi vous parlez. Ok, alors comment je vais faire? Et donc, de là est venu... Moi, je suis un petit peu toujours... en impro, hein, je fais toujours un peu en concert, je me dis bon, on va le dire comme ça, puis comme ça. Et en fait est venu comment essayer de dire au mieux, avec le plus de poésie possible, donc finalement essayer de traduire cette poésie que moi je ressens dans les chansons, comment essayer de transmettre au mieux et que le public n'ait pas besoin de se dire « Ah, c'est bête, je comprends pas un mot yiddish », mais plutôt « Ah, ça me parle » ou « Ah, attends, je m'évade ». Et en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens, ils s'évadent. Et donc, pour ça, oui, c'est universel, parce que finalement, on est plein
on va écouter des musiques dans tout un tas de langues qu'on comprend pas très bien, mais on s'évade. Et moi, c'est ça que je voulais montrer et dire, en dehors de tout ce qui est transmettre une culture qui est très très vaste et ne pas la réduire à un seul truc, quoi, une seule voilà, la culture juive, est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer? Je ne sais pas, c'est plein de cultures, et c'est ça que je pense, c'est un peu ça aujourd'hui qui est là en ligne de mire, en gros, dans notre démarche. Je crois. Je suis pas sûre. Démarche concrétisée par ce festival Oui. dans le village de Dieu-le-Fit, un village de la Drôme, où on a sauvé beaucoup d'enfants juifs, qui est le village familial en quelque sorte. Vous en êtes à la 4e édition? C'est ça, 4e. Qui a eu lieu il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Il y a un mois. 3, je ne sais plus. Enfin, il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Donc, festival Drom Klezmer. Drom and Klez. Drom and Klez avec un jeu de mots, bien sûr. C'est encore une création syriesque de Mano Siri. Oui, alors ça, c'est encore une fois un truc dans lequel un nouveau projet de ma mère. L'histoire de ce village, c'est que nous, on a une maison qui a été achetée l'année de ma naissance, qui est une maison de famille, et donc nous, on connaît ce village, mais on est quand même des Parisiens en vacances, hein. Et puis, au fur et à mesure, on a appris à rencontrer des gens, puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une école de musique dans ce village, qui n'est pas un petit village, hein, c'est comme un bourg. Et d'une certaine manière, nous, quand on fait nos concerts à Paris, effectivement, il y a tout ce petit, un peu élargi monde qui vient nous voir et qu'on connaît un petit peu maintenant, cette espèce de public Paris. Mais heureusement, on a aussi eu l'occasion de rencontrer aussi un petit peu comme toi, de comment on va raconter le monde yiddish ailleurs, dans des endroits où il y a peut-être un peu moins de connaissances, un peu moins pas de communauté juive, etc. Bon, il se trouve que Dieu-le-Fit a une histoire particulière, qui est une histoire de résistance, qui est une histoire de juste, il y a 3 ou 4, juste parmi les nations, Dieu-le-Fit, c'est une histoire d'un village entier qui a caché des juifs, des résistants, des enfants, des auteurs, des intellectuels, dont la particularité est qu'il n'y a pas eu de dénonciation du tout. Et donc, ils ont une fierté de cette histoire, et ils ont... je dis ils, mais c'est pas une grande partie de ceux que je connais, en tout cas, les Dieu-le-Fitois, c'est très important pour eux, et de transmettre cette histoire, et d'être dans la continuité de cette histoire. Donc il y a un rapport, il y a une curiosité pour les autres cultures, et il se trouve qu'il y a une grande curiosité pour la culture juive et la culture yiddish. Et donc, au sein de cette école de musique, il y avait un atelier de musique klezmer et un groupe amateur de musique klezmer. Donc, ok, incroyable. Et non juif. Oui, voilà, non juif. Ouais, sûr, voilà. les gens Alors du peut-être des origines quand même. Donc des questionnements, des recherches de chaque. Voilà, c'est toujours un peu. Il y a toujours une recherche un peu de ses racines. Et en fait, ma mère, c'est donc. Elle s'est alliée avec un des médecins du village qui faisait partie de ce groupe amateur, et ils ont créé comme ça ce festival, l'idée de ce festival, c'était de mêler pratiques amateurs et pratiques professionnelles. Et donc, malheureusement... Et puis d'autres groupes. Ce que j'ai assisté, oui, voilà. ce à quoi j'ai assisté, c'est qu'il y a des groupes qui sont voilà. pas juifs, et tout ça, c'est entrelacé. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, la première édition, elle a été... Donc, tout a été programmé. La programmation s'est faite vraiment avec donc, Thierry Lambert et ma mère, Mano Siri. Ma mère est partie et est décédée avant que ce festival ait pu se faire, parce que c'était en 2020, et donc le festival devait avoir lieu en octobre 2020. Puis, pour ce qu'on sait, il n'a pas eu lieu. Et donc, la première édition qu'on a faite, il se trouve qu'on l'a faite avec tout ce qu'elle avait créé. Et après, on s'est dit, on continue, on va voir ce que ça donne. Et voilà, et la dernière édition encore, il y a quelques personnes dans la salle qui étaient là aussi au festival et qui ont participé. Et c'était encore une assez belle édition. Donc on est content d'avoir pu créer ça et d'avoir pu permettre que ça continue et que ça vive et qu'il y a du public. Et il y a toujours du public. Et moi, je trouve ça génial à chaque fois qu'il y a un public comme ça, de gens qui sont contents de voir ça, d'être là, de danser. Beaucoup d'années, ça a dansé, beaucoup. Voilà. Donc...
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Moi, on peut les applaudir. Alors, Elsa nous a parlé du projet là qui est en train de se faire. Où en sont les Mark Sisters ? Alors, les Mark Sisters ont eu une petite pause liée à une création de bébé. Les Mark Sisters reviendront prochainement quand le bébé sera déjà à la crèche. Et là, on était vraiment en pause. Et puis, je pense qu'on va se permettre ça va nous permettre de recréer quelque chose de nouveau, puisque le dernier album s'est fait encore avec ma mère. Et maintenant, toute l'idée, c'est de créer quelque chose de nouveau et donc une nouvelle forme des Mark Sisters qui est une forme bien sûr dans la continuité de ce qu'elle a fait elle, mais qui est une forme qui va venir d'abord et avant tout de nous. Donc voilà, ça va être un travail de fond. Passage de flambeau. En tout cas, toutes ces évocations de jeunes chanteuses, de jeunes groupes qui mêlent, qui entrelacent, qui enchevêtrent. Moi, j'aime à penser, il me plaît de penser que tout cela a germé un certain été 1999. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. C'était à Douarnenez, où il y avait un festival de cinéma yiddish. Et on ne peut pas imaginer un festival de cinéma yiddish sans musique yiddish ou klezmer. Donc, tout ce qui jouait, chantait yiddish s'est transporté à Douarnenez avec une espèce d'étonnement de se retrouver là, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans notre petit microcosme parisien, on se trouvait à l'extérieur, puisque tout se passait, j'ai un souvenir de très beau temps, et j'ai ce souvenir du groupe Odessa, à l'époque, qui jouait donc du klezmer à tout va, et tous les Bretons sur la place en train de danser, évidemment, à la bretonne, comme il se doit, en disant, mais c'est tout à fait la même inspiration, bien évidemment. Je pense peut-être que Denis Cugnot nous en dira plus cet après-midi là-dessus. Et à ce moment-là, on a eu l'impression que, après tout, on pouvait chanter en yiddish, mais partout, n'importe où, même sur la place d'un petit village breton. Donc, si je peux me permettre, les Bretons sont quand même un peuple très ouvert. C'était des marins, alors ils ont l'habitude des voyages. Et en fait, les musiques de partout, elles sont accueillies à bras ouverts. Et voilà. Ouais.